C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à l'Afrique du Sud, notamment à l'élection de Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC, Congrès national africain, le parti de Nelson Mandela. Un troisième invité m'a rejoint, Jean-Bernard Bikim, rompu de mes plateaux. Vous êtes le président du think tank Alpha, Alliance alternative africaine pour l'accompagnement. Merci de m'avoir rejoint. Sadio Kanté Morel, journaliste préfacier, resté avec moi, de même que le philosophe Moustapha Dia. Merci à vous également. Son objectif désormais clair, prendre le pouvoir en 2019, le gérer autrement et redonner l'Afrique du Sud et redonner à l'Afrique du Sud son rang de première puissance du continent. Mais la tâche est loin d'être facile pour Cyril Ramaphosa, comme le montre ce sujet de la rédaction signé Deogracias Bodo. Ramaphosa received 2440. Après l'élection lundi 18 décembre 2017 du vice-président Cyril Ramaphosa pour succéder au président Jacob Zuma à la tête du Congrès national africain ANC, parti au pouvoir depuis 1994, c'est sans doute l'épilogue d'un feuilleton politique et de plusieurs mois d'incertitude en Afrique du Sud. Mais l'ancien syndicaliste va devoir résoudre certaines équations difficiles à 2 ans de la prochaine bataille pour la magistrature suprême. Tant de nombreuses divisions subsistent au sein de sa famille politique, Cyril Ramaphosa devra surtout composer avec sa principale rivale, Nkosazana Dlamini Zuma, qui bénéficie du soutien des influentes ligues des femmes et de jeunes du Congrès national africain. Je voudrais remercier le président Jacob Zuma pour les 10 années qu'il a passées en tant que président de notre mouvement et pour ses actions au service du peuple sud-africain. Avec les autres candidats, nous avons tous promis de travailler en étroite collaboration pour atteindre les objectifs de notre révolution, que nous ayons remporté ou non cette élection. À 2 ans de l'élection présidentielle, les chantiers sont nombreux pour l'ancien protégé de Nelson Mandela. Cyril Ramaphosa avait forgé sa campagne sur le thème de la lutte contre la corruption, mais d'abord il va lui falloir rassembler les siens. Avec les récents revers électoraux, l'ANC a l'obligation de refaire son image. Les municipales en 2016 ont déjà servi d'avertissement. Le parti a perdu le contrôle de Pretoria et Johannesburg, les capitales politiques et économiques du pays. On a laissé l'ANC assombrir à la fois son image et ses perspectives. Ce changement aurait pu intervenir un peu plus tôt pour éviter une débâcle électorale de l'ANC. Tant il est vrai qu'à l'intérieur comme à l'extérieur de l'ANC, il y a beaucoup de voix qui sont élevées sur la gestion catastrophique de l'ANC pendant ces années. Tout le monde attend voir la nouvelle politique de gestion de l'ANC qui sera mise en place par le nouveau dirigeant, ainsi que sa capacité de remobiliser autour de lui toutes les fractions qui se sont déchirées au sein du parti. Ça ne va pas être facile. Tout le monde regarde vers le nouveau dirigeant pour voir sa capacité de gérer ce grand parti. Confronté à des luttes intestines et à la perte d'une partie de son électorat, l'ANC s'affiche aujourd'hui comme une formation au bord de l'implosion. Les avis divergent surtout sur le sort à réserver au président Jacob Zuma. Ce dernier, au bout de 2 mandats, doit faire face à de multiples scandales de corruption. Quoi qu'il en soit, l'ANC espère cependant garder la face et éviter la rupture. Ces dernières semaines, plusieurs responsables ont lancé des appels à l'unité dans la perspective de la bataille de 2019. Jean-Bernard Bikim, Cyril Ramaphosa s'est très souvent attaqué au bilan de Jacob Zuma et à ses nombreux scandales. Mais dans son discours de clôture de la conférence nationale de l'ANC ce mercredi, il s'est montré très courtois vis-à- t-il de l'homme, l'a remercié plusieurs fois. On ne sent plus la rupture qu'il avait promise aux Sud-Africains. Comment doit-on interpréter ce changement de stratégie? S'inscrit désormais dans la continuité. C'est un clin d'œil qui fait aux alliés de Jacob Zuma? Au préalable, il faudrait je dirais, noter un élément très important qui n'a pas été repris par vous aujourd'hui. C'est la posture de Jacob Zuma. Jacob Zuma, au cours de ce périple qui vient de se terminer, va reconnaître ce qui nuit à l'ANC. Corruption, clientélisme, tout va y passer. Et derrière, il va ressortir une phrase clé qui pour moi, est la clé qui servira à Cyril de devenir président si jamais il y parvient. C'est de ne prendre position pour personne,
mais de regarder en face les erreurs qui ont été commises et en l'occurrence la tension qui déchire l'Afrique du Sud depuis 1990, c'est-à-dire une partie de l'ANC est socialiste, une nouvelle frange minoritaire, donc les alliés de Malema, de Julius. Les nouveaux, non, pas Malema, les nouveaux riches. Oui, d'accord. Ceux qui sont devenus riches par la discrimination positive. Positive, tout à fait. Qui sont tous des libéraux. Et entre les deux, il y a Malema qui a créé sa brèche. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, Ramaphosa est en train de faire ce qu'il aurait dû faire, parce que c'est quand même lui qui aurait dû remplacer, qui aurait dû prendre la place de Mbeki. De Thabo Mbeki, hein. Ouais, c'est lui qui aurait dû le faire, mais il n'a pas pu le faire parce qu'on lui reprochait deux choses. On a toujours pensé qu'il était un pion des Américains. On va y aller rapidement, s'il vous plaît. Préparé pour capter le pouvoir, et d'autre part, on lui reprochait d'être le pion des Boers, donc les Blancs. Les colons. Donc cette double tension à laquelle... Mais ça vient de son parcours aussi, peut-on dire. Oui, cette double tenaille à laquelle il était prise l'a desservi. La clé de sa réussite aujourd'hui passera par justement le positionnement qui va être le sien. Je pense qu'il va devoir, qu'il le veuille ou non, puisque c'est quand même le poulain de Nelson Mandela, il va devoir adopter et se réapproprier la posture originelle qu'a toujours voulu Nelson Mandela du pays d'une part, et d'autre part, se réconcilier avec l'ensemble de la majorité des pauvres sud-africains qui sont au pays. La clé pour moi, elle est là, elle est nulle part ailleurs. Il dit à ses compatriotes, je ne vous demande pas de voter pour moi, je vous demande de voter pour l'Afrique du Sud parce que je vais redonner confiance à l'Afrique du Sud. Comment gère-t-on aujourd'hui l'héritage quand on prend un parti à la suite de Jacob Zuma? La vraie question aujourd'hui, doit-il faire des concessions en termes politiques, en termes idéologiques? Parce qu'il s'opposait déjà à la politique de Jacob Zuma. Le voilà entouré des proches de Jacob Zuma qui sont prêts à lui compliquer la vie. Quelles sont les concessions possibles qu'il peut faire aujourd'hui pour avoir les coups de franche et pour gagner les élections de 2019? Mais je pense qu'il a commencé, parce qu'il a dit une chose assez bizarre qu'on n'attendait pas de lui. Oui. Il a dit qu'il faudrait peut-être proposer de récupérer certaines terres possédées par les Blancs sans compensation. Oui. Ce qu'exactement Mugabe a fait et qui a donc été l'objet d'une campagne de communication féroce de la part des Occidentaux. Ce sera exactement ce qui va se passer contre lui s'il fait ça. Mais si on ne fait pas ça, à quoi bon l'indépendance? Si aujourd'hui encore... Pourquoi vous parlez d'indépendance? Mais je parle de l'indépendance de l'Afrique du Sud. Vis-à-vis de qui? Mais vis-à-vis des tenants de l'apartheid qui, pendant des siècles... Ils sont sud-africains aussi. Non, mais ils sont sud-africains. Soyons sérieux. Ils sont sud-africains, mais ils sont des sud... Pourquoi donc, dans ce cas-là, il y a eu en 1994 des élections démocratiques pour la première fois? Pourquoi il n'y en avait jamais eu avant? D'accord, mais ça c'est autre chose. Hein. Non, le système a changé, il y a eu une transition début des années 90. On est d'accord. Dont j'ai parlé en long et en large pendant des siècles. Ce n'est pas seulement de 1948 à 1993. Non. Ce système, aujourd'hui, il n'existe plus de manière formelle. Mais la réalité, ce n'est pas le formel, c'est le réel. Oui, c'est-à-dire c'est 25% de chômage. Prenons les jeunes qui sont nés depuis 1994, qui aujourd'hui, bientôt, auront 25 ans, ils en ont 23. Mais eux, ils n'ont pas vécu la période apartheid en tant que telle. Monsieur Dia, est-ce que vous ne faites pas une lecture un peu parcellaire de la réalité de l'Afrique du Sud? Il y a des Sud-Africains noirs et qui disent l'apartheid racial a laissé place à l'apartheid social, que nos propres frères noirs qui ont pris le pouvoir nous ont oubliés. Donc le problème n'est même pas racial. L'apartheid a toujours été une affaire économique, c'est ce que je démontre dans ce livre-là. D'accord. Le racisme n'est qu'un vernis. Et c'est comme ici aujourd'hui, je fais une parenthèse, si vous prenez le Front National, qui vous parle d'immigration, en réalité c'est un fonds de commerce politique. D'accord. Moi je connais les gens du Front National, j'ai eu à leur parler, etc. La réalité c'est qu'ils n'osent pas faire, c'est attaquer les Juifs frontalement. Ils sont antisémites, ça c'est sûr. Mais le dire, comme on a vu Le Pen le faire à chaque fois, il a été condamné. Pourquoi? Parce qu'ici en France, l'antisémitisme est un crime condamnable par la loi. Oui. Depuis la loi Guesso. Le problème c'est que après Nelson Mandela, je m'excuse pour Thabo Mbeki, ceux qui ont pris le pouvoir n'ont pas satisfait les attentes des Sud-Africains, de la grande majorité des Sud-Africains, 30%, plus de 30% de taux de chômage aujourd'hui.
il y a une classe politique qui s'enrichit et qui est complètement décriée par la grande majorité. C'est une infime minorité qui est, pour ainsi dire, poussée par les Blancs, d'une certaine façon, parce qu'il a fallu prendre quelques Noirs pour les mettre en exergue, dont ce Ramaphosa là, il faut dire la vérité aussi. Il est milliardaire aujourd'hui. Donc, mais la majorité, l'énorme 90% de la population est dans la pauvreté. Ça ne peut pas continuer. Il faut trouver une solution à ça. Madame Kanté, faut-il racialiser le problème sud-africain? Est-ce que c'est encore aujourd'hui un problème racial? Pouvait-on faire autrement? Nous sortons de plusieurs années, vous l'avez rappelé, de plusieurs siècles, n'est-ce pas, de l'apartheid, c'est clair. Nous avions d'un côté une grande majorité de Sud-Africains pas formés du tout, donc avec moins de perspectives de trouver un emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a mal réglé la question de la redistribution des richesses? Je crois que la question de la redistribution des richesses sud-africaines sera un processus long dans le temps. Oui. Parce que Nelson Mandela non plus n'a pas réglé fondamentalement grand-chose là-dessus. Oui. Il était beaucoup plus une caution morale à rassurer par sa présence qu'un gestionnaire politico-socio-économique pour la population. Ensuite est venu Thabo Mbeki qui, pour moins que Zuma, est resté bien moins longtemps que Zuma. Zuma est venu avec toute une complexité, avec un personnage qui en voulait beaucoup plus pour lui-même. Donc on voyait beaucoup plus qu'il voulait s'enrichir personnellement pour lui-même, pour tout le temps qu'il a raté, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, un autodidacte qui a dû s'enrichir personnellement, et puis qui injectait l'argent dans le parti. À l'époque de l'apartheid. Donc à un moment, il se dit, il est temps maintenant que tout ce que j'ai fait, que je puisse récupérer. Il a récupéré, donc ça fait une autre phase de ce processus-là. Et avec Ramaphosa, on arrivera à une autre phase. Est-ce qu'il le pourra? Peut-être que ça sera quelqu'un d'autre qui viendra compléter le processus. D'accord. Mais ça sera un long processus qu'une seule personne ne pourra pas régler. Et comme l'a dit Moustapha, si on touche au problème foncier, tout le fragile tissu. Mais c'est ce que son électorat attend maintenant de lui, puisqu'il a promis arracher les terres aux fermiers blancs et les redistribuer sans indemnisation. Les promesses politiques, les promesses électoraux n'engagent que ceux qui les disent. Mais je pense que Ramaphosa sera conscient et est conscient qu'il va faire dégringoler le peu de tissu social qui maintient encore l'Afrique du Sud dans un semblant de cohésion, hein, parce que dans le fond, il n'y en a pas. Jean-Bernard Bikim, la question c'est comment règle-t-on les divisions au sein de l'ANC tout en gardant la confiance de l'élite blanche, puisque de toute façon, il ne pourra pas gagner les élections, il ne pourra pas gouverner l'Afrique du Sud s'il se met à dos les Blancs. Comment règle-t-il cette équation? Alors, je dirai un petit mot sur la question qui a précédé. Mandela s'est heurté à De Clercq sur 2 points. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. De Clercq avait demandé à Mandela de trouver un équilibre entre libéralisme et socialisme. Mandela se battait pour que ce soit une vision socialiste. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle la social-démocratie. Oui. Et ce que Mandela a fini par accepter par la force de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire il n'est pas possible de se braquer contre tout le monde, mais de faire des compromis pour réunir toute la société. Premier point. Le second point, sur lequel on va rebondir, Mandela a demandé à Mbeki, à tous les cadres de l'ANC, d'appliquer à la lettre ce qui est prévu pour les politiques économiques. Il y a 3 points. Très rapidement. L'allocation des ressources, la redistribution des richesses, et la stabilisation et le pilotage de l'économie. Ça n'a jamais été fait. Oui, mais ça, c'est des mots. Il faut des outils pour le faire. Quand on dit redistribution des richesses... Pour le faire, c'est quoi? C'est construire un environnement normatif au sein duquel on fait des concessions de part et d'autre et on essaye justement d'amener le pays vers ce qui permettrait de vivre ensemble. Maintenant, pour la question de la stratégie politique. Maintenant, aujourd'hui, il faut faire l'équilibre. Comment fait-il? Très rapidement, Jean-Bernard Bikim. Nous avons en face l'un des meilleurs négociateurs qui existent en Afrique du Sud. C'est vrai. C'est un tribun hors pair. Il n'a pas le choix. Il va devoir,
bloquer l'érosion de l'électorat de l'ANC qui bascule vers Malema, donc l'EF, puisque là, quand il reprend la thématique, la redistribution des terres, et il n'y a pas que les terres, il y a aussi la nationalisation des mines. Ces deux questions-là, je pense qu'il va proposer à Malema et à une grande part des Sud-Africains un nouveau deal. Dans ce nouveau deal, c'est quoi? C'est dire, de toute façon, on ne peut pas construire un pays en étant arc-bouté sur ce qui s'est passé hier. Nous sommes obligés de prendre en compte le monde tel qu'il est, d'une part, et de se dire, nous avons, vis-à-vis de l'histoire, une obligation. Quelle est cette obligation? C'est permettre à l'ensemble des Sud-Africains de vivre ensemble. Et comment y arriver? C'est justement en essayant de voir comment les communistes qui sont très importants, les centristes pourront accepter des changements majeurs dans les grandes orientations du pays. Il a d'ailleurs reconnu dans son discours, encore une fois, de clôture de la conférence nationale ce mercredi, Cyril Ramaphosa, en ouvrant, n'est-ce pas, une sorte de brèche, en appelant les communistes à une sorte de coalition avec l'ANC et dans la perspective donc des élections de 2019. Mais un point important, le point important que vous venez de souligner, c'est la question du vivre ensemble qui nous place au cœur du processus de réconciliation en Afrique du Sud. Mais je propose qu'on en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.